Vous vous en souvenez, l'Italie fasciste, en Éthiopie. Il y avait Maurras parmi eux, que vous connaissez bien. Et puis, il y a eu l'anti-lysenkisme mené par Monod. Lysenko avait avancé l'idée déjà bien ancienne, selon laquelle les caractères acquis pourraient peut-être devenir héréditaires, mais ces expériences n'étaient pas très valables. Mais il faut dire que celles de Mandel n'étaient pas plus valables. Et Monod a lancé un grand débat, n'est-ce pas, sur l'anti-lysenkisme. Je reconnais que Lysenko avait abusé de sa position de membre du Parti communiste, d'ami de Staline, et que ces expériences ne valaient rien. Mais l'idée méritait d'être poursuivie au point de vue scientifique. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, cette idée est admise. On sait que des phénomènes extérieurs à la génétique peuvent parfaitement modifier la génétique, et que des virus, comme nous disons à ARN, peuvent parfaitement donner le matériel génétique des mammifères qui est l'ADN. Et Monod s'est aussi lancé en même temps contre le déterminisme d'Einstein. Vous savez qu'Einstein est tout de même un des plus grands savants puisqu'il a démontré la relativité. Deuxièmement, un des plus grands philosophes qui a montré par des calculs, d'une façon qu'il a modestement appelé aussi relatif, que l'univers allait d'abord suivre une phase de grossissement, de grandissement, et qu'il aboutirait à l'entropie, c'est-à-dire au désordre. Et puis qu'après, l'entropie allait donc, le désordre allait donc le condamner au rétrécissement, et que parti d'une particule pour arriver à l'univers tel qu'il est aujourd'hui, il repartirait vers la particule. Ce qui est un phénomène physique, biologique et bien connu, et même politique. Et puis, il y a donc eu Monod qui a écrit son livre « Le hasard et la nécessité » contre le déterminisme d'Einstein. Aujourd'hui, on sait que tout ce qu'il a avancé comme idée était vrai à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas été plus loin, mais maintenant, le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que si l'ADN donne de l'ARN, l'ARN donne de l'ADN. Et non seulement avec des virus, mais aussi avec des pseudogènes, comme on dit. Et puis, il y a eu la croisade pour l'avortement. Car on part d'une idée et on change les choses à partir d'une idée, sans qu'il y ait la moindre base. Je me souviens avoir dit à Simone Veil, vous allez lancer l'avortement, donc la libération sexuelle. Moi, je n'ai rien à dire, je ne suis pas moraliste. Mais je vous pose deux questions. Est-ce que vous n'allez pas changer le rapport du couple, au point que la société peut s'en trouver désorganisée, et est-ce que vous n'allez pas lancer de nouvelles maladies que nous ne connaissions pas, puisque nous n'avons pas l'habitude de la vie sexuelle en troupeau, nous avons l'habitude de la vie sexuelle en nombre de partenaires limité. Eh bien, il y a eu une grande campagne des intellectuels de gauche, comme on dit en France, pour l'avortement, pour la libération sexuelle, qu'on confondait avec la libération de la femme, ce qui n'a rien à voir, puisque la femme en est la victime. Eh bien, aujourd'hui, nous savons qu'il y a en France une montée des divorces comme ça, une montée des non-mariages comme ça, et une descente des mariages comme ça, et qu'il y a une baisse de la démographie qui est extrêmement inquiétante pour ceux qui auront des retraites à toucher dans quelques années, qui est extrêmement inquiétante pour l'avenir de pays, et que ça n'a pas lieu qu'en France, ça a lieu dans toute l'Europe par exemple, dans toute l'Amérique, et que ces pays sont réellement menacés d'apocalypse, notamment du fait que dans les pays du Sud, où l'on meurt de faim, la démographie continue à augmenter presque sous forme de super exponentielle. Et puis, il y a eu la croisade du sida, dans ces virus qui nous viennent d'Afrique, et qui sont une espèce de représailles du monde pauvre. Les Américains ont amené des esclaves, ils ont transplanté des esclaves d'Afrique, l'endroit où nous sommes nés, comme noirs, et ils les ont emmenés en Amérique. Ils les ont changés de terrain. Le résultat, ils ont amené avec les virus primitifs, de l'homme primitif. Et un de ces virus primitifs, leur débordement sexuel des homosexuels, il se trouve, qui avaient jusqu'à 50 partenaires pendant un week-end à Haïti dans des hôtels spéciaux qu'ils avaient colonisés pour remplacer ceux de Cuba qui avaient été décolonisés, ils ont lancé ce fameux virus que 40 millions d'Allemands, 40 millions de Français, 40 millions d'Italiens vont porter dans 10 ans. Et qui commence à donner, en dehors du sida et du pré-sida, qui commence à donner des encéphalites, des maladies de la moelle épinière, des baisses de plaquettes et peut-être des tumeurs du cerveau. Donc nous sommes devant un phénomène biologique
dont nous ne connaissons pas la conséquence. Eh bien, les journaux de gauche, sous le prétexte de rassurer le bon peuple, décrivent le sida sur 40 pages avec des titres énormes comme ça, pour défendre, n'est-ce pas, pour rassurer les populations à risque. En fait, ils les affolent, bien entendu, comme vous l'imaginez. Ça veut dire qu'ils peuvent agir au second degré. Deuxièmement, lorsque j'ai annoncé que les consultations pour petites lésions sexuelles que la femme peut détecter ont été multipliées par 450% aux États-Unis et par 5 ou 6 chez moi, ce qui veut dire 400%, et que je redoutais une épidémie. Quand j'ai annoncé que le cancer du col de l'utérus avait sa fréquence multipliée par 3,5 à l'âge de 20 ans, 4 à l'âge de 25 ans, 2,5 à l'âge de 30 ans, et que Tsurhausen avait montré que ces petites lésions que la femme détecte et pour laquelle elle vient consulter 5 fois plus souvent, sont souvent accompagnées de lésions qu'on ne voit qu'à la loupe. Et que ces lésions qu'on ne voit qu'à la loupe, qu'on appelle des condylomes blancs, donnent des cancers du col de l'utérus, et bien d'autres d'ailleurs, et qu'il faut 5 à 15 ans pour avoir le cancer. Alors si l'augmentation, si la fréquence de la mortalité par cancer de l'utérus à l'âge de 20 ans est multipliée par 3,5 et qu'il faut 5 ans pour passer de la petite lésion qu'on ne voit qu'à la loupe à la lésion qui donne le cancer du col de l'utérus, et encore 5 ans pour que celui-ci donne la mortalité, vous imaginez à quel âge ont commencé ces adolescentes, c'est-à-dire vers 13 ou 14 ans. Eh bien, je crois que ce sont des mœurs qui, si vraiment il y a des intellectuels idéologues pour les défendre, il faut quand même les faire examiner par des psychanalystes. Je ne le dis pas par des psychiatres, parce que je n'ai pas du tout confiance dans la psychiatrie, n'est-ce pas? J'ai dans mon service des psychanalystes, je n'ai pas de psychiatre. Mais j'aimerais que ces intellectuels de gauche fussent analysés par des analystes, parce que ça ne va pas du tout. Or, quand j'ai annoncé ça, avec tous les chiffres à la clé, n'est-ce pas? Eh bien, tous les journaux de gauche qui font partie de cette histoire de l'intellectualisme de gauche et du terrorisme des intellectuels de gauche, c'est-à-dire Le Monde, c'est-à-dire Le Nouvel Observateur, c'est-à-dire des journaux pour enfants qui s'appellent Parents, parce que les parents maintenant sont des enfants, comme vous le savez, eh bien, ils ont nié comme ça. Madame Escoffier-Lambiotte, qui est un médecin défroqué, n'est-ce pas, qui écrit dans Le Monde, a nié en disant Maté est un terroriste, un agitateur, il veut affoler les populations, il est candidat à la papauté, chacun le sait, n'est-ce pas? Et tout ce qu'il dit est faux. Elle n'avait jamais vu les vrais chiffres. Un autre qui s'appelle Schwarzenberg m'a traité d'impuissant en disant si vraiment il est impuissant, eh bien je ne vois pas pourquoi il se mêle des puissants. Je vais empêcher les puissants de faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, dans un autre journal, un docteur qui s'appelle Ben Saïd a également nié totalement en disant c'est fou ce que les gens peuvent dire de bêtises, etc. Et il proposait que je me fasse examiner par un psychiatre. Ce que je n'ai pas fait parce que, je vous le répète, je n'ai pas confiance dans les psychiatres, je n'ai confiance que dans les psychanalystes. Toujours est-il que j'ai un avocat, j'ai envoyé mes droits de réponse et je leur dis que j'allais les attaquer pour diffamation. Eh bien, la plupart m'ont dit on préférerait vous donner de la place pour un article que vous écririez vous-même plutôt que la diffamation. Parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient tort. Et puis depuis, il y a eu 10 publications qui s'appellent « Maté avait raison ». Mais ça, je ne cherche pas du tout à avoir raison. Mais ça prouve qu'ils font n'importe quoi. Et ça prouve qu'ils sont irresponsables. Car je connais des malades que je suivais gentiment pour prévenir l'apparition du cancer du col de l'utérus. Et qui, devant ces journaux-là, ont dit « Bon, ben Maté est un excité ». Alors j'arrête son traitement, et qui ont arrêté son traitement. Et je connais des femmes qui avaient une lésion sur le vagin, ce qui représente 10% de chance de faire un cancer du vagin, qui ont poursuivi leur relation sexuelle avec leur donneur, c'est leur partenaire, et qui ont monté leur lésion dans le col de l'utérus, où les risques sont de 80%. Donc ces gens-là sont des irresponsables. Pour l'idée, ils ne s'occupent pas du tout des conséquences que tout cela aura. De même que les Russes et les Américains, les deux empires mondiaux, n'est-ce pas, se battent pour une idée, le libéralisme ou le communisme. Et le résultat, c'est qu'ils peuvent faire sauter la planète, et ça, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, il faut bien caractériser ces intellectuels comme des irresponsables.
D'ailleurs, tout ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'intellectualisme de gauche et du communisme et du terrorisme de gauche, des intellectuels de gauche, rien n'a servi à rien. Il y en a un autre actuellement, un terroriste de gauche, qui est un de mes assistants, mais qui est totalement incontrôlable, qui est Schwarzenberg, qui se bat, lui, pour l'euthanasie. Il écrit des livres qui s'appellent « Requiem pour la mort », je ne sais pas tout quoi, dans lesquels il décrit des euthanasies qu'il a faites. Or, il ne peut pas en avoir faites, car il est assistant chez moi comme biologiste, n'est-ce pas, et il n'a pas de malade sous sa responsabilité. Donc, il ne peut pas les avoir faites. Il les a inventées, n'est-ce pas? C'est l'idée du droit à la mort. Alors que nous n'avons pas encore conquis le droit à la vie, pour ces pauvres nourrissons qui sont soumis à la vivisection avant d'être nés, n'est-ce pas, ce que Simone Veil appelle l'avortement, eh bien, il veut déjà défendre le droit à la mort. Voilà une idée qui ne sert strictement à rien, parce que nous avons tous le droit à la mort, effectivement, nous mourrons tous. Deuxièmement, il n'y a pas de raison de tuer les gens 3 jours avant leur mort, puisque nous sommes parfaitement armés pour lutter contre toutes les douleurs, que ceci n'existe pas. Par contre, je sais qu'il va dans des cliniques privées, qui reçoit des dames ou des messieurs et qui vient avec sa seringue et son infirmière. Et je ne vous dis pas ce qu'il remporte dans son portefeuille. Alors, les histoires des terrorismes, des intellectuels, idéologues, vous les connaissez. L'Amérique a été anticommuniste. On ne pouvait pas passer sans avoir 3 passeports et 12 certificats disant qu'on n'était pas communiste. Et puis, cet anticommunisme est venu en France. Et puis, en Allemagne, il y a eu le terrorisme idéologue contre les Juifs. Les Juifs n'étaient pas des hommes à part entière. Et puis en France maintenant, M. Le Pen, qui dirige un parti d'extrême droite, base son programme sur le racisme contre les immigrés. C'est dire que nous sommes vraiment encore au Moyen-Âge, au premier Moyen-Âge, donc je dis bien que nous sommes au second Moyen-Âge. Alors, toute cette histoire des terroristes intellectuels, on la connaît en France. Ils vivaient autour du boulevard Saint-Germain, au de Magot et ailleurs, n'est-ce pas? Ils avaient des temples, c'est-à-dire qu'ils font de leur idée des religions. Ils désignent leurs maudits quand ce sont des événements qui les désignent, tels que la résistance et la non-résistance. Alors, les anciens résistants menaient un terrorisme intellectuel contre ceux qui n'avaient pas résisté, qu'on appelait des collaborateurs. Et puis, il y a eu le terrorisme de droite qui a réagi contre le terrorisme de gauche. Et puis, il y a eu des problèmes de face et d'interface. On ne savait plus très bien où on en était. Finalement, le Parti communiste nourrissait un certain terrorisme d'intellectuels de grande valeur, qui s'appelaient Aragon notamment. Et puis ils ont tous fini par partir, vous les connaissez tous. Et le résultat, c'est que le Parti communiste s'est vidé. Parce que il ne fallait pas les prendre, ces intellectuels, pour leur faire ce mauvais travail. Un parti communisme sérieux, comme était jadis le Parti communiste italien, du temps de Berlinguer. Mais comme j'ai peur qu'il soit en train de perdre cette qualité et qu'il copie sur le communisme français, n'est-ce pas? Eh bien, nourrissez ces intellectuels. Et aujourd'hui, ces intellectuels sont tous partis parce qu'ils ont compris que ce n'était pas possible d'avoir à défendre par la parole une idée dont ils n'avaient aucune preuve, n'est-ce pas, pour lequel il fallait inventer des arguments, mais c'était la loi dictée, l'idée dictée par le PC, l'idée de base, de gens qui n'ont jamais lu Marx. Car si vous lisez Marx, il y a la moitié des phrases, n'est-ce pas, qui ne correspondent pas du tout, qui sont le contraire de ce qu'on lui fait dire. Il est en partie un grand libéral, Marx, contrairement à ce qu'on croit. Alors, il refuse toute tolérance, comme vous le savez. Il n'est pas question de discuter. Leurs condamnations sont absolues et définitives. Bref, je crois que je pourrais remplacer le titre de ma conférence, le terrorisme idéologique, par la magistrature idéologique. Car ils sont des magistrats, n'est-ce pas? Quand ils ont condamné quelqu'un, eh bien, ils l'ont condamné. Et puis, les mots, nous le savons très bien, ce sont des armes redoutables. Simone de Beauvoir, quand elle faisait partie des intellectuels de gauche qui dirigeaient la France, disait, dans La force des choses, il y a des mots aussi meurtriers qu'une chambre à gaz. Et son petit copain, comme on dit maintenant aujourd'hui, Jean-Paul Sartre, disait dans la présentation des temps modernes, on remplit son stylo comme on recharge son pistolet mitrailleur. Et ça, je crois que les psychanalystes le savent mieux que nous, n'est-ce pas, que les mots peuvent blesser d'une façon mortelle.
Alors leur cible était évidemment tout ce qui n'entrait pas dans leur idéologie, tout ce qui n'adhérait pas à leur idéologie, tout ce qui pouvait être contre leur idéologie. Et ces cibles, n'est-ce pas, étaient jugées sur des personnes, car on ne fait pas le procès d'une idée, on prend un homme. J'ai moi-même écrit une pièce de théâtre où les déesses de toutes les religions et confessions jugent la science, mais elle est représentée par Oppenheimer. Eh bien, si on jugeait la psychanalyse, je suppose qu'on prendrait Verdiglione pour le juger, au nom, pour juger la psychanalyse. Mais c'est lui qu'on jugerait, une personne. Et comme il est le plus grand psychanalyste du monde, puisque Lacan, qui lui disputait cette place, est décédé maintenant, et nous le respectons beaucoup, après les Freud, après les Mélanie Klein, après les Jung, avec tout ça, je crois que si on jugeait demain la psychanalyse, ça serait Verdiglione qu'on jugerait. Et voilà exactement cette histoire du terrorisme intellectuel. Alors, je voudrais parler un tout petit peu de la place particulière du Parti communiste, mais je l'ai évoqué. Le Parti communiste a joué un rôle important dans ce terrorisme intellectuel. Je veux dire qu'il a utilisé à un moment donné ce terrorisme intellectuel. Il l'a surtout fait après la résistance, car il se trouve que les communistes en France avaient été tous résistants. N'était pas résistant qui voulait, il fallait être recherché par les Allemands surtout pour être résistant, et il se trouve qu'ils l'étaient parce que les Allemands étaient anticommunistes. Alors ils se sont appelés le Parti des fusillés. Et puis après, ils ont commencé un combat contre ceux qui n'avaient pas fait de résistance, avec eux en tout cas. Et il y a eu des journaux communistes où les intellectuels comme Roy, Marguerite Duras, Éluard, Edgar Morin, etc., Joliot-Curie écrivaient. Et puis finalement, ça a fini par se diviser parce qu'Edgar Morin en a eu assez un jour et il les a quittés pour créer un marxisme déstalinisé. Car le PC basait surtout en France son idéologie sur l'admiration de Staline. Et je crois que je partage leur admiration pour Staline, et De Gaulle aussi d'ailleurs le partageait, et Roosevelt aussi, tellement qu'il y a eu Yalta. Eh bien, Edgar Morin, en 1956, a été rejeté du parti par Maurice Thorez, et il a avancé dans ce qu'il appelle le marxisme déstalinisé. Alors après, ça s'est divisé en deux. Il y a eu les véritables intellectuels qui ont créé un espèce de super-intellectualisme de gauche, un espèce de cénacle, n'est-ce pas, avec Jean-Paul Sartre qui les a rejoints et qui mêlait un petit peu tout, l'existentialisme, le naturalisme, c'est-à-dire la pornographie, car il faut bien reconnaître qu'il se servait avec Simone de Beauvoir du document pornographique qui aboutissait à l'émancipation et qui a été l'origine, n'est-ce pas, des travaux de Simone Veil sur l'avortement, dont je vous ai dit aujourd'hui les conséquences, et on va le supprimer aux États-Unis parce que les avortements d'adolescentes sont vraiment des drames à la fois somatiques et psychologiques et sociaux. Ils sont devenus un petit peu les professeurs d'immoralité, c'était à la mode, le peuple en avait assez de la moralité, n'est-ce pas? Et quand on veut insulter quelqu'un, c'est ce qu'on a fait pour moi, on m'a traité de moraliste. Et puis vous savez que Camus a rejoint un peu cette équipe, puis s'en est à nouveau séparé pour créer Combat. Enfin bref, on s'est trouvé en France avec les super gauchistes en quelque sorte, on s'est trouvé avec les gauchistes relativement modérés, avec Edgar Morin, et puis on s'est trouvé avec un essai d'intellectualisme de droite qui avait pour journal L'Esprit. Et puis tout ça finalement n'a abouti qu'à des bagarres de plumes que personne ne lisait, mais on les respectait beaucoup pour avoir fait ça. Alors je pense que tout ceci est vraiment lamentable, ça ne sert à rien, et moi je les appelle tous les précieuses ridicules. Je crois que Molière avait parfaitement connu ça, les gens qui parlaient pour parler, qui avancent des idées qui sont n'importe quoi, qui ne sont pas prouvées, qui réutilisent ces idées, qui les imposent comme vraies, et malheureusement ceci contamine tout. Depuis les religions, les moines du Moyen-Âge changeaient la Bible, chacun le sait, les moines copieurs du Moyen-Âge, et les scientifiques qui font dire à leurs petits faits des choses un petit peu trop importantes et qui ont tendance à généraliser. Et je voudrais terminer sur les journaux en disant que les journaux qui ont un tel rôle à jouer, n'est-ce pas, pour nous faire échapper à la télévision, notamment s'il s'agit des journaux écrits, devraient se limiter à l'information et puis avoir une page qui devrait être encadrée qui s'appellerait « Discussion » et où il y aurait des articles non seulement d'eux, n'est-ce pas, mais aussi de leurs ennemis, mais aussi de leurs opposants.
parce qu'on ne peut rien contre une presse déchaînée. Et aujourd'hui, la presse, il peut se passer le plus grand événement culturel. Si jamais il y a un assassinat ou un match de football important, vous n'aurez pas 2 lignes. Mais si demain, par hasard, il n'y a rien, il n'y a strictement rien, alors on va faire d'une petite affaire intellectuelle et culturelle, n'est-ce pas, une énorme scandale, car ça ne peut être présenté que par un scandale. Et l'article que j'avais publié sur les maladies hétérosexuellement transmissibles dans un journal scientifique, une presse du dimanche en a fait une page entière d'interviews que je n'avais jamais donnée. J'aime encore mieux une presse folle qu'une presse enchaînée, n'est-ce pas? Mais je pense quand même qu'il devrait y avoir un ordre des journalistes et une éthique des journalistes, comme il y a un ordre des médecins et une éthique des médecins. Alors, ce que je voudrais dire, une fois de plus, comme j'ai déjà dit la dernière fois, si vraiment les gens veulent juger la psychanalyse et choisissent, et c'est normal, le plus grand, n'est-ce pas, pour la juger, eh bien, pour que l'opinion, n'est-ce pas, qui ne sait pas ce que c'est que la psychanalyse, qui la confond avec la psychothérapie, avec la psychiatrie, avec tout, eh bien, à ce moment-là, la France est quand même un pays de liberté, et nous te demanderons de venir poursuivre ton œuvre de Messie, n'est-ce pas, en France, et nous serons tes apôtres. Deuxièmement, je voudrais dire que je crois à la psychanalyse, je crois qu'elle remplacera la psychiatrie, que le médecin prescrira le seul médicament efficace dans la dépression, qu'on supprimera, comme en Italie, les hôpitaux psychiatriques, où pour 10 psychoses, on met 90 névroses, et que la psychanalyse sera là, d'abord au point de vue social, pour remplacer le confesseur, car le confesseur était extrêmement important pour lever les dépressions des femmes et leur permettre de faire des petites déviations, n'est-ce pas, par rapport à la sagesse chrétienne, et de les pardonner. Eh bien, je crois que seul le psychanalyste peut le faire aujourd'hui. Deuxièmement, nos malades, qui sont dans des états de grand stress ou de grande inquiétude de par leur maladie grave, eh bien, je dois te dire que mes psychanalystes dans mon service font la moitié du travail, n'est-ce pas? Les IMAO font une moitié, eux font l'autre moitié. Et ceci a été démontré scientifiquement. Il y a eu un essai aux États-Unis où on a marqué les diverses manifestations et on a soumis la moitié des malades à la psychanalyse, l'autre moitié à un immunodépresseur pharmacologique. Et les deux agissent différemment. Ils agissent sur des manifestations différentes. Donc je ne me permettrai pas de soigner une dépression sans qu'une psychanalyste du service intervienne, parce que je ne la soignerai qu'à moitié. Maintenant, ceci est prouvé définitivement. Et je crois que nous manions les antidépresseurs aussi bien que les psychiatres. Il suffit d'être pharmacologue. Et puis, je voudrais, pour terminer, dire que les idées, c'est très bien. On peut toujours se rassembler aux deux magots puis discuter, n'est-ce pas, en buvant un bon vin blanc italien. Mais il y a quand même des problèmes sur ce monde. Et ces problèmes nous font risquer l'apocalypse. Je dis toujours que nous sommes au second Moyen-Âge, que nous risquons l'apocalypse, et je me tourne alors vers Verdiglione en disant, mais essayons quand même de faire la deuxième Renaissance. Cette deuxième Renaissance, pour toi, ce sont des problèmes divers. Pour moi, et tu as eu la gentillesse, c'est l'idée géniale, de descendre du divan pour descendre dans la rue, ce qui est du courage, eh bien, pour moi, l'idée, la nécessité pour la seconde Renaissance, la deuxième Renaissance, pardon, c'est que nous nous occupions du monde sud. Or, nous ne pouvons nous occuper du monde sud que dans une pan-croisade totale du monde nord. Et il ne s'agit plus de se laisser dépasser par des discussions d'idées qui n'ont aucun sens, qui sont dépassées par les notions scientifiques et par les preuves de l'échec du communisme et de l'échec du libéralisme. Donc il faut trouver une solution commune. Et deuxièmement, il faut que nous soyons tous ensemble pour résoudre le problème de ce bateau dans lequel les gens très riches qui sont devant en train de faire leur croisière et de jouer aux cartes, n'est-ce pas, sont en train d'attraper les virus de la peste, les microbes de la peste, que leurs serviteurs noirs qui vivent derrière et sans manger ont trop multiplié pour que les microbes restent derrière. Et le monde entier est en risque actuellement d'apocalypse microbienne. Il y a au moins 4 ou 5 virus qui, venus d'Afrique, où l'homme est né, étaient des virus plus ou moins latents, qui commencent à pénétrer au nord et qui sont des virus méchants. Et notre problème, c'est le problème de la survie de l'espèce, et c'est là que ça se passe. Ça se passe au sud. Ce que nous ferons pour les gens du sud, comment nous le ferons pour que ça réussisse. Alors, les idées, c'est bien, le jour où on a une bouteille de champagne à boire, mais il faudrait que dans la vie sérieuse,
les gens pensent un petit peu aux vrais problèmes sérieux. Merci. Noi trascriviamo l'intera conferenza di Georges Mathé, poi la diamo a lui per rivederla, però ci sono due punti verso metà e alla fine che chiaramente possono essere inseriti nel comunicato stampa di domani mattina, con quelli di ieri sera che avevamo segnalato a proposito della pillola Ossicini, no? Della pillola nazionale Ossicini. Allora, adesso Fuchsiewicz è qui, quindi può intervenire. L'altra sera alla Villa Reale ha fatto un breve intervento con alcuni quesiti a Bernard Rilevi. Allora, adesso gli passo la parola. C'è una barzelletta polacca che il Dante moderno sta visitando l'inferno e vede i grandi caldai, dove nel Cartano sono i peccatori, e si dice che nel ciascuno di questi caldai ci sono i peccatori delle diverse nazioni, cioè qui è il caldaio francese, qui italiano, qui tedesco, qui americano, e vicino a ciascuno di questi caldai c'è un diavolo con un tridente che bada perché nessuno di questi peccatori riesca a uscire. E c'è un'enorme quantità di questi caldai, però ce n'è uno senza diavolo alla guardia. Allora questo moderno Dante chiede: che cos'è questo caldaio? Ah, questo è il caldaio polacco. Non c'è bisogno di una guardia, perché appena uno dei polacchi riesca a uscire, a cercare di uscire, gli altri lo tirano dentro, indietro. E allora da qualche tempo credo che c'è un altro caldaio forse, di quale questo diavolo guardia può andare a riposarsi, che non è necessario, è questo caldaio italiano. Che cosa posso dire dopo tutti questi interventi di Lévy, di Alter, di Mathé, oggi? Questi interventi che spiegano questa vicenda nei termini filosofici, ideologici, politici, interventi bellissimi. Posso pormi soltanto un compito di fare una cosa molto meno ambiziosa, e perché ho cominciato con una barzelletta e non con una quotazione filosofica o biblica, vedrete che questo è molto meno ambizioso il mio compito. Il compito di dare una testimonianza, che è forse meno ambizioso, però credo che sia assai importante e credo che contribuisca al chiarimento, che darà il suo contributo al chiarimento di questa vicenda. Perché? Perché ho una posizione, un punto di vista, una prospettiva assai, credo, unica. Cioè, io non sono membro di movimento freudiano, non sono membro della Fondazione di Cultura, però sono un uomo di fuori. Però ho questa occasione di vivere qui a Senago da settembre, accanto a Verdiglione, accanto alla gente della Fondazione. E vivo ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, partecipando alle discussioni, parlando, vedendo tutto che sta accadendo. E credo che mia testimonianza, dunque, può avere la sua validità. Allora, ecco mia testimonianza. Di Verdiglione ho sentito parlare da qualche anno.
Ho sentito parlare di questo intellettuale che ha avuto questa idea insolita del secondo rinascimento, un'idea insolita però piena di speranza, piena di speranza. Un'idea che è proprio la cultura, la scienza, che può salvare il mondo, che può aiutarci a uscire del Medioevo contemporaneo. Una idea affascinante. Ho conosciuto le riviste a quali contribuiscono i più famosi intellettuali, gente di scienza, di cultura. Ho conosciuto i libri che sono pubblicati dai Spirali, libri che possono essere il punto più forte di qualsiasi casa editrice, di qualsiasi ornamento, di qualsiasi biblioteca del pensiero umano, contemporaneo, anche non soltanto tradizionale. E parlando con miei amici che conoscevano Verdilione personalmente, ho visto che tutti sono affascinati da questo personaggio. E allora ho voluto rincontrarlo personalmente e ho avuto questa occasione grazie al mio amico, il regista polacco Krzysztof Zanussi, e ho incontrato Verdilione 2 anni fa, esattamente in gennaio, erano 2 anni fa. Lui è venuto a New York e allora io sono venuto dalla mia università di New Orleans, ho fatto un salto a New York per rincontrare Verdilione. E devo dire che ho capito dopo qualche giorno, ho capito questo fascino che lui esercita. Suo intelletto, il suo fascino personale, il caldo della sua personalità, senso d'umore, e una forza. Una forza che non è una forza fisica, che non è una forza di potere, di denaro, però è una forza che si sente, una forza di convinzione che la cultura è una cosa importantissima e che lui ha un progetto culturale che sta perseguendo. E allora ho accettato il compito di realizzare con Zanussi un video di congresso di Tokyo. Ho accettato perché con Zanussi sono legato con una grande amicizia dai tempi quando eravamo studenti. Io come direttore della televisione polacca ho prodotto tutti i suoi film che lui ha fatto alla televisione. Poi finalmente Zanussi non ha potuto venire a Tokyo, allora io ho fatto questo filmato video. E il congresso di Tokyo mi ha molto impressionato. Un congresso anche un po' insolito, un po' fuori di tutti i tradizionali incontri, congressi. Un congresso strano perché si incontravano uomini di tutte le specialità che normalmente non si rincontrano nei congressi che sono normalmente divisi dalle pareti delle specializzazioni. Qui eravamo gli scienziati, la gente della cultura, come sapete tutti industriali. E allora non soltanto ho ascoltato interessantissimi discorsi, però ho incontrato qualche gente con cui sono legato d'amicizia poi. Però non voglio parlare dei meriti di congresso di Tokyo perché molti hanno già fatto questo meglio di me, si può leggere i contributi nel libro e anche nel video che sarà mostrato in aprile nel quadro della festa del congresso video, questo aprile. Queste testimonianze li saranno. Cioè non voglio parlare di questo congresso, voglio parlare dell'impressione che ha fatto su di me l'organizzazione che ha fatto Verdilione e i suoi collaboratori. Perché? L'idea di una fondazione non è inventata da Verdilione. Anzi, per esempio, negli Stati Uniti, fondazione è un solo tipo di finanziare la cultura. Praticamente i fondi che vengono dal governo federale o dai governi statali sono minimi. Cioè soltanto
le fondazioni e i contribuiti. E praticamente tutta la cultura negli Stati Uniti è basata sulle fondazioni. Questo può essere chiamato una fondazione tale e tale, però anche le cose che non si chiamano fondazione sono delle fondazioni praticamente, cioè la televisione pubblica negli Stati Uniti, praticamente la maggior parte del budget viene dai contributi della gente è sollecitata, i direttori, i capi di questa TV cercano le sovvenzioni per creare i soci onorifici di canale della televisione pubblica. La stessa cosa con opera. Si sollecita e i direttori e gli organizzatori di questi enti sono i migliori, sono questi che riescono a trovare le contribuzioni. I teatri, le riviste, tutto è sovvenzionato. E anzi, nella Louisiana ci sono bellissime vecchie case di plantazioni che vanno in rovina e allora ci si creano le organizzazioni di soci che vogliono investire perché queste bellissime case non crollino. Allora c'è molta gente che è chiamata ad investire e che investe nella cultura, nell'opera, nella Metropolitan Opera di New York o nell'opera di New Orleans, nelle riviste, queste case, monumenti di passato. E investono non per avere i soldi, per guadagnare, investono per dare sovvenzione, per aiutare la cultura. E io, neanche io, nemmeno nessuno dei miei amici, ha mai sentito parlare che qualcuno che ha investito in tal modo per dare contributo per la vita culturale degli Stati Uniti sia accusato che ha mal investito e di questo deve essere considerato pazzo. È una idea che era incomprensibile per tutti i miei amici americani, però che senz'altro possono essere familiari di queste persone che investono, che credono che è meglio che questo denaro rimane nella tasca della famiglia, però non c'è nessuna possibilità di portare accusa perché qualcuno ha contribuito sulla cultura e è diventato un amico o socio onorifico della Metropolitan Opera di New York. Però c'è un'altra cosa che mi ha impressionato, è l'organizzazione della fondazione, che ho visto già a Tokyo. Cioè, come sapete forse, che uno dei maggiori problemi di moltissime fondazioni o enti culturali nel mondo, anche le organizzazioni internazionali, è che la maggior parte dello budget che finalmente riescono ad avere è consumato dalle spese, dai stipendi di questi che lavorano, dai belli uffici, le macchine di servizio, viaggi di servizio. Cioè per il vero lavoro, il vero scopo di queste fondazioni e organizzazioni rimane 20% o 15%, il resto è consumato da questi che lavorano, da collaboratori. E qui ho visto, la prima volta a Tokyo, che non è il caso, che i collaboratori di Verdiglione non ricevono i stipendi per avere una vita confortevole, non hanno le macchine di servizio, non solo lavorano per niente, ma anche pagano i loro viaggi, contribuiscono, invece di guadagnare. È una cosa che mi ha stupefatta, perché è la prima volta che ho incontrato un tal numero di gente che ha un scopo comune e lavora. Cioè, quando sono venuto qui, questa impressione si è ancora rinforzata. Ero veramente stupefatto quando sono venuto qui e ho visto questo gruppo di uomini e di donne che 7 giorni alla settimana, questi che vivono fuori da Milano, vivono qui praticamente 3 giornate dello weekend, e tutti lavorano sui congressi, sui libri, pubblicano i libri, dalla mattina fino alle 10, alle 11, a mezzanotte ci sono insegnamenti, ci sono discussioni, vengono i scienziati di tutto il mondo e sono gente che sono occupatissimi.
e che non fanno il turismo veramente per venire qui, devono spostare altri impegni, vengono perché trovano qui un'atmosfera che, ho sentito questa atmosfera di vita intellettuale molto intensa. E praticamente mi sono chiesto parecchie volte che cosa con la vita privata, come fate, perché consacrate tanto tempo a questo progetto culturale, scientifico. E allora queste erano le cose che ammiro, che ho ammirato e che ammiro. Però è venuto questo momento che mi ha sconvolto. Cioè, ho sentito parlare prima di venire qui in New York, ho sentito degli affari di giugno e di luglio, però credevo che la cosa sia chiarita e finita. E allora ero sconvolto di sapere che la cosa continua, che questo affare, tra virgolette, continua. E mi sono trovato in un'atmosfera che Alter ha definito come kafkiana, atmosfera di Kafka, veramente, è di Kafka, l'atmosfera di Kafka che qualcuno un giorno si sveglia e impara che è accusato e non riesce a sapere di che cosa è accusato, chi saranno i giudici, come può difendersi, no? Tutto è già prestabilito e finalmente il verdetto nel Kafka è già pronto, il personaggio è messo alla morte. O altro libro di Kafka che mi è venuto in mente, La Metamorfosi, cioè un giorno qualcuno si sveglia e è un Scarabaggio, niente da fare, tutti è un Scarabaggio, da un giorno all'altro. E un altro libro che mi è venuto in mente è Orwell, 1984, e soprattutto quello Ministero di verità, che serve a produrre menzogne. È il ministero che fa che tutte le cose nell'una dialettica diavolesca significano veramente un altro che sono. Cioè, un giorno, questa impresa culturale che ho talmente ammirato io e tutti, viene chiamato impero. E tutti sanno che imperi sono le cose cattive, che imperialisti sono la gente cattiva. Allora c'è un impero, questo è un impero. Questi sacrifici che sono fatti per tutti attorno a Verdiglione che lavorano su questi progetti culturali, su questo progetto culturale, questo lavoro che io ammiro è stato chiamato fanatismo. E questo fascino che la personalità, l'intelletto di Verdiglione ha su tanti personaggi, anche come ha ammesso anche su di me, questo è chiamato mitizzazione. Il fatto che, come è presentato nella stampa, il fatto che viene qui a Senago Ionesco e Borges è elencato tra le altre accuse, cioè si ha un'impressione che c'è qualcosa di louche, come si dice in italiano, di sospetto, losco che Borges viene, che è una cosa cattiva, bisogna soltanto grattare per scoprire che forse Borges fa parte di una cospirazione, anche il Verdiglione, come ho capito nell'articolo di Repubblica, è un criminale così furbo che fa i suoi crimini senza fare un delitto, senza commettere reato, è così furbo, che non commette reati. Il criminale che non commette reati è così furbo, così congeniale. Questo è un lavoro di quale il ministero di verità di Orwell potrebbe essere fiero, è un bel lavoro. Però forse io sbaglio, forse sono stato ingannato, cioè non ho visto le cose che accadono veramente, forse ero cieco, forse gli altri che vengono
Mattei, altre, Levi, Borges, Ionesco, altri, tutti forse sono stati ingannati. Forse anche io, vivendo qui, non ho visto le cose come sono veramente, e forse quando ci sono queste riunioni si parla delle macchinazioni fraudolenti e soltanto quando io entro si cambia il soggetto e si comincia di parlare della cultura. Forse, può darsi. Però in tal caso, se è la verità, questo deve essere provato davanti alla Corte, con i fatti. Prima che sia fatto un processo davanti alla Corte con tutte le prove, non si può presentare, e questo è così ovvio che anche mi vergogno di dover dire le cose così ovvie, no? Non si può presentare una persona, un gruppo di persone, come già processate e condannate. Questo è Orwell, questo è Kafka, è questo che mi ha sconvolto. Non è possibile. Però, e qui voglio finire con un accento ottimistico, io credo nell'opinione pubblica italiana, credo nella stampa italiana, nei media italiani, credo nella giustizia italiana. E non dicendo tutto questo che ho detto, non critico il magistrato, non critico il sistema giudiziario italiano come ospite di questo paese, non ho diritto di sospettare che il pubblico, il magistrato non crede veramente che lui conosce la verità. Non voglio credere che lui ha altri motivi. Però si deve fare un processo, e queste cose dovrebbero essere provate, e questa atmosfera di verdetto prima del processo, questo lo spingo, però è vero che credo che finalmente la giustizia trionferà, credo finalmente in Italia. Allora, mi pare una testimonianza essenziale e potrebbe forse essere, anzi auspico che sia trascritta. So, c'è qui la signora Fuksiewicz. C'è la signora Fuksiewicz in questo momento? No, è uscita per sì. non imbarazzarmi. Ah, ho capito, sì. Allora, può essere trascritta e forse può essere consegnata lunedì mattina, ne discutiamo poi con Fuksiewicz, sia alla stampa sia più che al giudice, alla procura, no? della Repubblica di Milano, quindi come un documento. Allora, adesso, tra l'altro volevo dire a Borraccino che il testo di Levi al completo va dato a Reporter, no? Anche l'ultima parte, tradotta. Spero che sia stato fatto. Ecco. E poi, mentre quello di Alter può essere pubblicato su qualche altro giornale, intanto diffondiamo no? il testo. Per il comunicato qui c'è anche Mattei e brani di Alter, no? Quello sull'antisemitismo, il brano di Alter sull'antisemitismo, il brano di Mattei e il brano di Levi può essere mandato come comunicato, e anche il testo ovviamente per intero di Fuksiewicz. C'è il testo di Antonio Saccaro, non so se è ancora qui, è già uscito forse. Quello può essere trascritto, mi pare di un grande interesse, no? Il testo di questa mattina. E allora adesso c'è qui Nino Maiellaro per una breve comunicazione non giudiziaria, e
planetaria, allora gli passo la parola. Prego. Sì, le mie saranno alcune riflessioni. Non sono uno psicanalista né uno psichiatra, ne vengo da altra nazione. Vivo con Spirali, intorno alla fondazione, sono amico di Verdiglione, per cui ho fatto certe riflessioni sul processo e me ne ha dato avvio questo che ha scritto Verdiglione, questa copia fotostatica che è stata scritta in questi ultimi giorni, penso, no? In cui sono citate delle frasi della perizia giudiziaria. Ecco. Più che altro la scrittura di Verdiglione messa insieme a queste frasi della perizia giudiziaria mi ha fatto venire in mente certi processi dei secoli scorsi, processi che sono fra il XVI e il XVII secolo, che praticamente non sono processi per quanto riguarda i personaggi, perché i personaggi erano tutti di diversa estrazione sociale, di diversa natura, quanto il linguaggio usato dai giudici inquisitori, e meglio ancora il linguaggio degli specialisti, che erano specialisti allora di stregoneria, di magia, di alchimia, che gli stessi inquisitori, o gli stessi giudici inquisitori, parlo di processi civili, chiamavano a testimoniare. E fra queste testimonianze vi erano anche testimonianze di uomini di gran prestigio, come poteva essere per esempio un Settala a Milano durante il processo, che furono certi processi agli untori. E poi c'erano delle testimonianze anche di non specialisti, cioè di gente che aveva visto, scritto, aveva sentito, aveva udito e ne aveva tratte certe conclusioni. Voi vi ricordate il processo alla colonna infame, no? Il processo che poi Manzoni ha riscritto nella colonna infame, come fu il caso di Caterina Rosa, che nel 1630, avendo visto un tale che andava presso alle muraglie delle case, le viene il pensiero se a casa fosse un poco uno di quelli che ai giorni passati andavano ungendo le muraglie. Vi cito questo processo perché è fra i più noti, in quanto è stato trascritto poi da Manzoni. Di prove non ce n'erano, di documenti neanche. I testimoni erano impauriti e plagiati dal potere e dalla paura. E poi i specialisti, come ho detto, di stregoneria, magia, alchimia, chiamati a dichiarare con le loro perizie che i fatti possono, anzi devono, essere veramente accaduti. Cioè non è che si citavano i fatti, si diceva che i fatti possono, quel possono era, tra virgolette, scritto devono essere veramente accaduti. I testimoni non dovevano raccontare i fatti, dovevano dire che i giudici volevano quello che i giudici volevano che si dicesse. Dunque le supposizioni e le ipotesi contavano più dei fatti, e i fatti a loro volta erano costruiti sulle ipotesi. Le ipotesi nelle conclusioni diventavano i fatti. Cioè, non so se avete ferrato questo giro di parole, cioè a un certo momento le ipotesi diventavano i fatti. Se gli inquisiti non volevano confessare ciò che non avevano mai commesso, veniva approntata la gogna o la tortura con tutti gli strumenti del mestiere. Adesso invece dalla gogna e dalla tortura c'è la stampa, o almeno certa stampa, non è che condanno tutta la stampa in blocco, certa stampa. Taluni giornalisti non amano i fatti perché i fatti hanno una sintassi chiara, una logica inconfutabile. Allora ci si masturba con le parole
e si arriva alla chiacchiera, alla maldicenza, alla grammatica approssimativa. Tenete conto di questa grammatica approssimativa dei giornalisti e non soltanto degli periti, nella grammatica approssimativa, cioè con tutti quei condizionali che a un certo punto diventano invece tempi presenti, non sono più condizionali, sono presenti, che è in parte quella dei giornali. Guardate che io parlo di certi giornali, non condanno tutti i giornalisti, perché sono dei giornalisti che il loro mestiere lo sanno fare e lo sanno far bene. Si cerca di creare la logica delle parole come se questa logica fosse la logica dei fatti. E perché? Ecco dunque la logica della parola giornalistica diventare fatto, inconfutabile perché scritta dal giornalista sul giornale. E siccome il giornale racconta anche di fatti veramente accaduti veramente, cioè fatti politici, avvenimenti e tutto il resto, tutto quello che è scritto sul giornale è vero, è un sillogismo. Praticamente, se il giornale scrive di fatti veri, tutto quello che si scrive sul giornale è vero. Ma si sa che i giornali sono stampati su cattiva carta. La cattiva carta si consuma subito e viene riciclata. Certi giornalisti, per esigenze di professione, hanno bisogno di riciclare le parole, sempre le stesse, ma non scrivono la parola. Qui stiamo nel convegno della scrittura della parola, cioè la parola come verità, come cosa. Scrivono quelle parole che sono frutto di una cattiva coscienza, di una cattiva sintassi e di una cattiva scrittura. Qui siamo proprio della scrittura, la scrittura della parola, perché c'è anche una cattiva scrittura. Verdiglione, o il caso Verdiglione, urta la loro cattiva coscienza, che è frutto di ingaggi politici e di ideologie mal digerite. La cattiva coscienza è una falsa scrittura e come tale deve essere sfruttata. Cioè io metto in confronto la cattiva coscienza con la cattiva scrittura. Da una cattiva coscienza non può mai uscire una buona scrittura, come una buona scrittura non è mai frutto di una buona coscienza. Non è la distinzione fra bene e male, è distinzione fra la verità e la non verità e tutto quel che segue. Ognuno la sfrutta alla propria maniera, con i propri mezzi. Allora ci si domanda, che cos'è la cultura? La risposta è difficile, dato che la cultura non ha bisogno di definizione, o è cultura o non lo è, non c'è una via di mezzo. In conclusione, si deve continuare a esistere e a resistere. Io vado molto brevemente perché la mia è una serie di riflessioni. A continuare a fare cultura, e questa è una cosa che bisogna continuare a fare, a impedire che si faccia terra bruciata intorno alla fondazione, perché il vero scopo di certi signori non è tanto quello di levare di torno Verdiglione come uomo, ma quello di fermare e distruggere l'azione culturale della fondazione del movimento freudiano e di Spirali, che non è in linea, né lo potrà mai essere per evidenti ragioni, col potere. Potere che Verdiglione e i suoi amici contestano, che è il vero motivo di tutto ciò che sta succedendo in questi giorni. E concludo. Verdiglione va in giro, come diceva Caterina Rosa, ongendo le muraglie, come diceva Caterina Rosa. Dunque, la famosa dalli all'untore. E questo succede a 200 anni di distanza dal famoso libro di Pietro Verri, Osservazioni sulla cultura, sulla tortura, da cui poi osservazioni sulla cultura e sulla tortura. Diciamo, facciamo proprio una sonata, ma l'avete suggerita, che è proprio stata la base, per non parlare poi di Beccaria, che è stata la base di tutta la rivoluzione del codice attuale. E io con questo avrei finito. Ho voluto fare solo delle brevi riflessioni. Si può anche poi continuare, perché il discorso è lungo ed è legato non soltanto
al fatto Verdiglione o al fatto, è legato proprio al fatto di poteri costituiti. Questi poteri costituiti non vogliono mollare la presa. Ci sono certi giornali che hanno poteri costituiti, questi poteri costituiti sono legati uno all'altro, si mandano fuori i terroristi pentiti e si mettono dentro quelle che non hanno fatto niente, praticamente, che non possono pentirsi di nulla. Allora il testo, Maiellaro, lo metti a punto per stasera o per domani mattina, in modo da poterne disporne per la stampa? Sì. Ecco. Benissimo. Allora, però quella definizione di Fuchsiewicz, no? Verdiglione è un criminale tanto furbo da non avere commesso reati. Mi pare che sia molto interessante. Allora adesso passo la parola a Max Beluffi, che già in altre occasioni ha dato dei contributi essenziali e che appunto aveva fatto alcune notazioni molto puntuali intorno alla questione della perizia prima che fosse terminata, che fosse redatta dai periti officianti e che ha fatto anche alcune notazioni dopo la presentazione della perizia alla stampa, la formulazione precisa, no? La perizia è stata presentata alla stampa. Allora gli sono molto riconoscente, mi sembra, io spero che avremo sempre per quella fiducia che diceva prima Fuchsiewicz, avremo occasioni di collaborare. E c'è l'intervento di giovedì sera pure che avevo fatto, che mi pare che fosse da riprendere, no? Quello su alcuni punti, no? Il secondo intervento di giovedì sera.